On voulait vous faire ce petit topo qui nous éloigne un petit peu de la maladie de B7, qui parle d'IA en santé, qui est un sujet éminemment à la mode, en fait, hein. Euh, Dans le but de vous faire une espèce de, de- de présentation générale de ce qu'est l'IA, parce que je pense qu'il y a il y a beaucoup de flou, en fait, de flou autour de ce terme. Il y a pas mal de choses qui sont dites dans la presse, de choses qui sont dites dans les repas de famille. En fait, j'aimerais juste clarifier certains petits trucs, de manière à ce que vous ayez des armes pour comprendre les études. Et je pense qu'il va y en avoir de plus en plus, notamment en médecine interne. Donc, un petit topo. Il y aura un peu de maths, mais des gentils maths, pas trop difficiles, que moi j'ai réussi à comprendre. Et surtout, voilà, vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions et qu'il y a des choses qu'on peut clarifier. Donc, la première chose, c'est en fait un constat qu'on a pu observer dans la pratique médicale sur les 10 dernières années. C'est qu'en fait, avec le développement d'une multitude de nouvelles technologies, notamment des technologies de séquençage de haut débit, en fait, on se retrouve devant une avalanche de données, que ce soit en génétique, en transcriptomique, en protéomique, et même en fait dans notre façon qu'on a de standardiser les données de santé. Avec, vous savez, vous en avez forcément entendu parler, la création d'entrepôts de données de santé. Mais en fait, on est rentré maintenant de plein pied dans l'ère du big data. Et en fait, avec cette ère du big data, on prend conscience de la limite des techniques actuelles de traitement de ces données, et en particulier les approches de bioinformatique classique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on dispose de nouveaux outils, en particulier d'intelligence artificielle, qui, je pense, vont nous aider à traiter ces flux massifs de données. Alors, quand on fait un peu de bibliographie quand on regarde un peu la biblio et l'état de l'art sur l'IA en médecine, jusqu'en 2015, il n'y a pas grand-chose. Il y a deux, trois petites publications qui sont un petit peu pessimistes, avec surtout du fantasme en fait autour de l'IA, avec des idées que l'IA va prendre contrôle de la planète et éventuellement asservir l'humanité. Et finalement, rien de vraiment très sérieux, pas d'études qui ont parlé vraiment de médecine et d'IA. Et en fait, en novembre 2022, il y a un truc qui est sorti qui s'appelle ChatGPT. Et ChatGPT, ça a vraiment changé complètement la donne. Et en fait, depuis novembre 2022, on se rend compte qu'il y a des multitudes d'applications qui sortent dans la vie de tous les jours, que ce soit ChatGPT, que ce soit, vous avez forcément entendu parler de Midjourney, vous avez entendu parler de Stable Diffusion, qui sont des trucs qui permettent de générer des images, de générer du texte. Et ça va forcément diffuser en fait dans le champ médical. Et je pense qu'il faut qu'on se forme vraiment à ce qu'est l'IA. C'est un peu pour ma paroisse. Mais alors, du coup, en fait, c'est quoi l'IA exactement? Alors, le plan de la présentation, je l'ai coupé en trois morceaux. Une portion que j'ai appelée les grands concepts, qui est un peu technique, où je vais vous montrer comment on apprend, comment on enseigne, en fait, on entraîne des algorithmes d'intelligence artificielle. Il y aura un petit peu de maths, comme je vous l'ai dit. Ensuite, je ferai un petit focus sur la santé. Je donnerai un ou deux exemples qu'on a fait nous, en fait, avec les données de patients des hospices. Et très rapidement, les limites et les perspectives, et les petites choses que je pense qu'il faut garder en tête. Alors d'abord, les grands concepts. Juste des définitions, déjà, toutes simples. C'est quoi qu'on appelle l'intelligence artificielle? Donc l'intelligence artificielle, c'est défini, donc ça c'est du Wikipédia, hein, comme un ensemble d'approches et d'algorithmes qui permettent à une machine ou un système de détecter, de raisonner, d'agir comme un humain. Et en fait, ça, c'est une définition qui est extrêmement vague. Et en fait, si on réfléchit 2 secondes, quand vous faites une formule sous Excel, que vous faites if-else sous Excel, ou vous faites une somme sous Excel, on est déjà en fait dans l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment un terme qui est extrêmement générique. Ce qui va nous intéresser plus dans les analyses qu'on va faire, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle le machine learning, qui se distingue, enfin, qui se distingue des autres algorithmes, par exemple ce que je vous ai donné avec les tableurs, par le fait que on va parler d'algorithmes qui sont capables d'apprendre, de progresser pour résoudre une tâche en particulier et une tâche pour laquelle ils n'auront pas été explicitement programmés. Ça veut dire qu'en fait, ils vont prendre des initiatives et arriver à trancher sur des situations qu'ils n'ont jamais vues. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et dans le machine learning, on a un autre sous-ensemble que vous avez probablement entendu parler, dont vous avez probablement entendu parler, qui s'appelle le deep learning, qui est un, un sous-ensemble du machine learning qui se distingue en fait par le fait que les algorithmes sont beaucoup plus compliqués et passent par ce qu'on appelle des réseaux de neurones. C'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est des termes qu'on entend dans la presse. On a du mal souvent à faire le distinguo entre les uns et les autres. C'est pour ça que je voulais faire un petit focus là-dessus. Un modèle d'intelligence artificielle, c'est quoi? Un modèle, c'est une fonction mathématique. Donc ça nous rappelle les cours de maths du lycée. C'est, vous savez, y égale f de x.
Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on a des données d'entrée qui peuvent être absolument n'importe quoi. Ça peut être des chiffres, ça peut être des photos, ça peut être des lettres, ça peut être absolument ce que vous voulez. Ça peut être du son, ça peut être n'importe quoi. Ça va passer dans un modèle, donc une fonction mathématique qui va traiter ce f de x et le transformer en une sortie y qui peut être soit la même chose que les données d'entrée, soit quelque chose qui est complètement différent. Et de cette façon-là, on peut imaginer, et en fait, on a vu émerger une multitude de tâches qui sont déjà en fait invisibles et qui fonctionnent déjà en tâches de fond dans notre vie quotidienne. Par exemple, si vous utilisez un détecteur de spam, vous avez, que vous voyez ou non, un modèle, une boîte noire qui va lire votre email et dire, bah voilà, cet email, c'est un spam, donc je le mets à la poubelle et il ne vous intéresse pas. Donc déjà, on est sur un modèle de deep learning et c'est quelque chose qui est transparent qu'on n'a pas réalisé. Ces tâches, moi, je les ai catégorisées, il y en a probablement plus que ça, mais je les ai catégorisées en trois grands groupes qu'on appelle les tâches de classification. Donc, je vous ai dit, un email, il va être classé en email d'intérêt ou spam. Une tâche de régression, où cette fois-ci, on ne va pas chercher à prédire une catégorie, mais on va chercher à prédire un nombre. Par exemple, si vous me donnez la surface de votre appartement, le modèle, il peut calculer le prix de votre loyer ou le prix de votre crédit. Et la dernière chose, ça c'est pour les gens qui font du marketing, ils vont arriver à collecter des données sur vos centres d'intérêt et ils vont calculer la durée moyenne de votre période d'abonnement à une magazine, à une revue, par exemple. Donc tout ça, c'est des trucs qui existent. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en médecine? En médecine, nous aussi, on fait ces trois actions. On va faire de la classification. Par exemple, si vous me donnez des critères cliniques, eh bien, éventuellement, il y a un modèle qui peut dire oui ou non, ce patient a une maladie de B7. On peut faire de la régression. Si vous me donnez des images d'IRM hépatique, je peux vous dire la concentration intratissu-de fer. Et si vous me donnez le statut tabagique d'un grand nombre de patients, éventuellement, je peux calculer la probabilité à un instant T de faire un accident vasculaire cérébral. Donc ça, c'est des tâches qu'on peut utiliser, pour lesquelles on peut utiliser le machine learning dans la pratique médicale. Les différents types de modèles, je vous en ai mis pas mal là, et en fait, vous vous rendez compte que dans le machine learning, en fait, on a les modèles qui appartiennent au machine learning, qui sont des modèles relativement simples, avec un modèle que vous connaissez en particulier, qui s'appelle la régression logistique. C'est ce qu'on fait quand on fait une analyse statistique toute simple, quand on cherche par exemple à prédire si un patient va mourir ou vivre après 5 ans, quand il y a un diagnostic de cancer. Ça, c'est un modèle de régression logistique, mais en fait, on a pas mal d'autres qui sont assez simples, entre guillemets, d'application, comme le support vector machine, le K-nearest neighbors qui permet de faire du clustering, c'est un algorithme qui est assez utilisé, ou des algorithmes d'arbres décisionnels. Tout ça, c'est des modèles, je vous ai dit, qui sont assez simples et qu'on va utiliser quand on a envie de traiter, par exemple, des données tabulaires. C'est-à-dire que si vous faites un recueil de données pour votre thèse, vous avez un tableur Excel avec 150 colonnes, éventuellement une centaine ou 200 lignes qui correspondent aux malades. Et en fait, ça peut être des algorithmes qu'on va utiliser. De l'autre côté de cette barrière, on va trouver le deep learning qui va servir à analyser des données qui sont beaucoup plus complexes. En fait, c'est des réseaux de neurones qui vont traiter des données qui sont, cette fois-ci, pas des tableurs qui font 100 fois 150, mais qui vont en fait regrouper des milliers et peut-être même parfois des dizaines de milliers de variables. En fait, de quoi on parle à ce moment-là? On parle de réseaux qui ne sont pas capables de lire des données brutes de scanner cérébral, des données brutes d'IRM cérébral, ou des données brutes de fond d'œil, des données brutes d'histologie. Donc, en fait, on va vraiment, à ce moment-là, chercher à extraire la suite scientifique moelle de ces données brutes qui sont extrêmement larges, en fait, qui sont extrêmement grosses. Donc, si vous me donnez, par exemple, une base de données de 50 000 malades qui ont tous une IRM cérébrale, on parle de téraoctets de données. Et donc, là, à ce moment-là, il faut des modèles qui soient extrêmement lourds et qui mettent évidemment beaucoup plus de temps à être entraînés. Alors, c'est de celui-là dont je vais vous parler, parce qu'une fois qu'on a compris comment marchait celui-là, en gros, on peut arriver à déduire comment fonctionnent tous les autres. Comment ça marche, en fait? Comment une IA, comment un algorithme, comment une formule de maths, elle est capable d'apprendre à faire une tâche? Ça, pour vous expliquer ça, j'ai pris l'exemple de l'unité fonctionnelle du réseau de neurones qu'on appelle le neurone artificiel, qui s'appelle le perceptron. Il s'appelle comme ça, le perceptron, parce qu'il est vraiment structuré et il fonctionne de la même façon qu'un neurone physiologique, qu'un neurone qui constitue le système nerveux. Vous voyez, le neurone, il est là, c'est une fonction Z qui va avoir des dendrites qui vont aller capter les informations et il va y avoir un axone qui va émettre une information. Ce perceptron, c'est quoi? C'est un modèle
Donc là, c'est technique, mais je vais vous expliquer, on va le faire doucement. C'est un modèle de classification binaire qui permet de séparer un nuage de points. C'est-à-dire que ce modèle de classification binaire, il va permettre de tracer une ligne entre deux populations d'intérêt. Je vais vous donner un exemple de ça. Vous développé un modèle d'intelligence artificielle qui va chercher à identifier des patients malades et des individus sains. Des individus sains en bleu, qu'on marque Y égale 0, et des individus malades qu'on marque Y égale 1. Pour tous ces patients, vous avez une cohorte et vous avez demandé à un interne, ou vous êtes vous-même interne, et vous avez fait un recueil de données. Vous avez pour tous ces patients leur statut vis-à-vis de la maladie, est-ce qu'ils sont malades ou est-ce qu'ils sont sains, et vous avez collecté deux variables. Alors, c'est par exemple la CRP, la température, je ne sais pas. Vous avez deux variables. D'accord. Ces deux variables, si vous les représentez sur un graphique et que vous représentez en couleur s'ils sont sains ou malades, l'objectif de votre neurone artificiel, c'est de tracer une ligne qu'on appelle une frontière de décision, de manière à séparer, à individualiser les deux groupes. OK. Comment ça fonctionne? Le neurone, il va étendre ses dendrites vers les deux variables. Il va leur attribuer à chacune un coefficient qu'on appelle un poids, W1 pour la variable X1 et W2 pour la variable X2. Et il va rajouter un petit biais qui permet en fait juste de corriger ce qui peut éventuellement manquer. Et faire une fonction mathématique toute bête comme on apprend en première, c'est-à-dire qu'on va multiplier X1 par le W1 et X2 par le W2. Et en fait, ça donne quoi? Ça va vous donner l'équation de cette droite qu'on appelle la frontière de décision qui sépare les individus sains, les individus malades. OK? Et cette frontière, le modèle, il faut qu'il se débrouille pour la situer de sorte que les individus sains ils aient une valeur de Z qui soit inférieure à 0 et que les individus malades ils aient une valeur de Z qui soit supérieure à 0. Ça sert à quoi? Ça sert que maintenant que vous avez collecté, que vous avez mis au point votre modèle sur un petit échantillon de patients, mettons que vous avez recueilli 150 patients qui ont une maladie de B7 pour lesquels vous avez les deux variables, et ben vous allez pouvoir, pour un nouveau patient, sous réserve que vous ayez X0 et X1, arriver à les placer sur ce graphique en fonction de la valeur de Z que vous obtenez. Et s'il tombe dans la zone bleue, le patient il va bien. Et s'il tombe dans la zone rouge, le patient il est prédit malade. D'accord? Donc jusque-là, ça va. Mais ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'un patient qui est loin de la frontière de décision, on se dit que globalement, on est très confiant dans le fait qu'il n'ait pas la maladie. Et qu'un patient qui est très loin dans la zone rouge, on se dit qu'il est très confiant. Donc, en fait, la meilleure chose à faire, ce serait que pour chaque prédiction, on ait une probabilité d'avoir la maladie. Et en fait, ça, c'est possible et on va encore plus se rapprocher du fonctionnement d'un neurone normal, dont vous savez qu'il fonctionne sur un mode de 1 ou 0. C'est-à-dire que cette prédiction Z, en fait, on va la contraindre entre 1 et 0 avec une fonction d'activation. Et vous savez que les neurones, ils reçoivent des informations par la dendrite et au bout d'un moment, ils vont dépasser une espèce de seuil et s'activer ou pas. Et si le neurone ne déclenche pas le seuil, eh bien, le neurone ne s'active pas, il va rendre un 0. Et bien là, c'est la même chose. Vous avez une fonction d'activation sigmoïde qui va contraindre la réponse entre 0 et 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un individu pour lequel la valeur elle est 0, et bien en fait, il sera très probablement sain. Il sera de ce côté-là de la zone rouge, de la zone bleue. Est-ce qu'un individu pour lequel le neurone va répondre 1, il sera très probablement malade, il sera à ce niveau-là de la zone du graphe. Comment on fait maintenant? Eh bien, on se rend bien compte que ce qui va définir l'orientation et l'inclinaison de cette frontière de décision, elle va être directement liée au coefficient que le modèle va attribuer à chacune des variables. Et en fait, l'objectif de l'entraînement de ce modèle, c'est de trouver celui qui va permettre de mieux discriminer les rouges et les bleus. Et pour ça, comment on fait? On va juste quantifier l'erreur, c'est-à-dire quantifier l'erreur de cette version du modèle, qui se trompe quand même beaucoup, qui est incapable de différencier les rouges et les bleus, de cette version du modèle qui, elle, est quand même un peu plus performante. Comment on fait? C'est là qu'intervient un concept qui est clé, qui s'appelle la fonction coût. C'est-à-dire que chaque modèle, en fonction de ses paramètres W1, W2 et B, il va entraîner des résultats qui sont plus ou moins satisfaisants. Au début, le modèle, il va mettre des paramètres qui sont complètement aléatoires, qui va permettre de faire une prédiction. Vous donnez à un modèle les 6 patients, vous donnez les variables X1 et X2, il va prédire que pour le patient numéro 1, il va bien, alors qu'en réalité, il est malade, que le patient numéro 2 est malade, et oui, il est malade, et que celui-là, il le prédit malade alors qu'il est sain. Et donc là, si vous calculez sur toute votre cohorte la quantité d'erreurs qu'a commise le modèle, vous avez une erreur qu'on va quantifier à 4. Qu'est-ce que fait le modèle? Il va essayer de s'ajuster, il va dire, bon, pas très bien, ça c'est des paramètres qui ne fonctionnent pas, je vais les ajuster, et cette fois-ci, on a une erreur qui est seulement de 1.
Sauf que 1, ce n'est pas satisfaisant. Donc, je rechange mes paramètres. Et là, cette fois-ci, le modèle ne commet plus d'erreur. Et ça s'appelle l'apprentissage d'un modèle. Comment on fait en pratique? En pratique, vous avez un dataset, vous avez fait votre recueil pour votre thèse de médecine. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ce dataset en deux sets de données. Un set d'entraînement qui va permettre de mettre au point le modèle, c'est-à-dire qu'on va faire exactement ce que je vous ai dit. Le modèle fait des prescriptions, il corrige ses paramètres internes et ainsi de suite. Il va relire le dataset jusqu'à ce que la fonction d'erreur soit complètement minimisée. Et ensuite, une fois qu'on a mis au point ce modèle F, on va le tester sur une partie du dataset qu'on appelle le set de validation, qu'on a laissé de côté et qui va juste nous permettre d'évaluer la performance du modèle. Donc là, je vous ai pris un modèle, un cas qui était vraiment caricatural, enfin, vraiment trop simple, où les patients sains et les patients malades, ils sont vraiment très facilement individualisables. Mais ça n'existe absolument pas dans la vraie vie, vous en êtes convaincus. Et c'est pour ça que des réseaux de neurones de un neurone, ça ne fait aucun sens. Et en fait, on va constituer des véritables réseaux de neurones dont l'architecture va varier en fonction de la tâche qu'on va chercher à résoudre. Et en fait, chacun de ces neurones va être associé à exactement le même nombre de paramètres, le même nombre de variables, un nombre de paramètres équivalent au nombre de variables qu'il faut lire. Et ça, c'est pour ça que quand on parle du nombre de paramètres à ajuster pour un modèle, par exemple, comme ChatGPT, on parle j'ai regardé récemment, c'était 2 trillions de variables. Donc, en fait, 2000 milliards de variables. Et ça explique que les modèles ils soient extrêmement lourds, extrêmement gourmands en données. Je vous ai fait un petit exemple avec quelque chose que j'ai fait il y a une quinzaine de jours pour me permettre d'avancer sur un projet qu'on a sur les néphrites lupiques, où j'ai dû entraîner un modèle qui reconnaissait les colorations d'une base de données d'histologie. Donc, vous voyez, j'avais des lames de rein lupiques, ici en coloration PAS, ici en trichrome de Masson, ici une coloration en argent qui s'appelle le Jones, ici une coloration qui s'appelle le HE, et tout un tas d'images qui étaient complètement ininterprétables. Et en fait, j'avais 5 ou 6 000 de ces tuiles à annoter, et c'était illusoire de vouloir les faire tout à la main. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris un tout petit échantillon, seulement d'une centaine de lames, et je les ai marquées à la main en disant, bah, voilà, celui-là c'est un PS, celui-là c'est un trichrome de Masson. Et j'ai utilisé ce petit dataset annoté d'une centaine de lames, qui m'a pris donc 25 minutes, pour entraîner un réseau de neurones qui s'appelle le ResNet, qui est un réseau que vous connaissez sans connaître, qui est en fait un réseau publié par Google, il me semble. Vous savez, c'est quand vous cliquez sur des liens Internet qu'on vous demande de vérifier si vous êtes un humain, de cliquer sur les bicyclettes, par exemple. Et bien en fait, ça, c'est à chaque fois que vous faites ce genre de truc, vous entraînez en fait un modèle, et notamment un modèle comme ResNet. Donc j'ai donné à manger à ResNet les 200, alors c'était pas 100, c'était 200 lames d'histologie que j'avais annotées, et je lui ai demandé de faire de la prédiction. Alors ici, vous avez les labels qui sont la vérité, c'est-à-dire les vraies couleurs des lames, et ici, ce sont les colorations qui sont prédites par le ResNet au tout début de l'entraînement. Donc, idéalement, ça s'appelle une matrice de confusion. Ce qu'on cherche à obtenir, c'est une adéquation parfaite entre les prédictions et la vérité. Donc, ce qu'on cherche à obtenir, c'est une diagonale en fait de carrés bleus avec tout ce qui est en dehors de cette diagonale, des erreurs en fait du modèle. Et en fait, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'entraînement, à chaque fois que le modèle va lire les 200 lames, la perte, le niveau d'erreur en fait du modèle va décroître. C'est ce que je vous ai expliqué comme étant l'apprentissage du modèle. Et donc, au bout d'un certain temps, une fois que le modèle s'est suffisamment entraîné, vous voyez la perte qui diminue, on se rend compte qu'il ne commet quasiment plus d'erreurs. Et là, on est content parce que le modèle, il va pouvoir servir à annoter les 5000 tuiles dont je vous ai parlé, avec finalement assez peu d'erreurs. Donc ça, c'est un exemple d'application assez bête, en fait, assez simple, mais du coup qui est assez, je pense, assez illustratif. Alors ça, c'est ce qui se passe dans le meilleur des mondes. Le problème maintenant, c'est que qu'est-ce qui se passe quand vous demandez à un étudiant ou à un écolier d'apprendre une leçon finalement de la ressasser jusqu'à ce qu'elle rentre parfaitement. Eh bien, le risque, c'est qu'en fait, l'étudiant, il apprenne la leçon par cœur et qu'il soit incapable de sortir de ce cadre. Et ça, en machine learning, ça a un nom, ça s'appelle l'overfitting, et c'est le gros problème en fait des modèles de machine learning, et c'est ce qui va faire la différence entre une publication qui passe dans une petite revue, une publication qui aura de la qualité, parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir évaluer la robustesse d'un modèle. Vous voyez ici, par exemple, un modèle qui marche, qui est insatisfaisant pour discriminer les boules bleues des boules jaunes, puisqu'il y a un certain nombre de boules jaunes qui sont mal catégorisées.
Ici, vous avez un modèle qui discrimine parfaitement les boules jaunes et les boules bleues. Il commet quelques petites erreurs, mais on comprend pourquoi elles sont commises. Et ici, vous avez un modèle qui va discriminer, qui va faire vraiment des acrobaties pour aller chercher ces boules jaunes-là. Et en fait, là, on se rend compte que ce modèle, en fait, c'est un modèle qui a juste appris par cœur sa base d'entraînement et qui est finalement pas très relevant dans la vraie vie. Et donc, ce problème d'overfitting, je vais y revenir, c'est comme ça qu'on va pouvoir évaluer si le modèle il sert à quelque chose. Les clés de la performance, c'est quoi? Aucun modèle il fonctionne. Il faut déjà qu'il ait une architecture qui soit adaptée. Donc, en fonction de la tâche que vous allez vouloir résoudre, il faut faire de la biblio et regarder quelle est l'architecture qui sera qui sera le plus à même de résoudre la tâche. Et surtout, elle va dépendre de la qualité de votre dataset. Est-ce que vous avez suffisamment de données pour entraîner le modèle? Est-ce que les données, elles sont propres? Et surtout, est-ce que les données, elles sont représentatives? Et en fait, ça, c'est pas un scoop. En fait, ça, c'est exactement les mêmes critères que vous allez vouloir appliquer quand vous faites un essai clinique. C'est-à-dire que si vous faites un essai clinique sur la maladie de B7 et que vos patients et que les patients que vous allez inclure dans l'essai, ils sont absolument pas représentatifs de ceux de la vraie vie, en fait, vous avez un essai clinique qui marche hyper bien pour vos petites cohortes, mais en fait, qui marche pas du tout sur tous les patients tous les patients qu'on peut retrouver dans les données de vraie vie. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Et en fait, une façon de vérifier ça, c'est avoir recours à des bases de données qui sont indépendantes et surtout qui n'ont pas servi au développement du modèle. Moi, souvent, de façon un peu provocatrice, je dis que si vous me donnez tous les résultats de ionogramme des patients des 10 dernières années et qu'en même temps, vous me donnez les données de Météo France, j'arrive, en fonction des bios du service aujourd'hui, à prédire le temps qu'il fait demain. D'accord? Ça, c'est quelque chose, j'en suis quasi sûr. Et en fait, avoir un modèle qui marche hyper bien sur votre cohorte à vous, ça présume absolument pas de son efficacité sur une cohorte de Paris. Moi, je cherche à faire un modèle qui lit les lames de biopsie lupique euh, de néphropathie lupique, eh ben, je peux faire un modèle qui marche super bien sur les lames d'histo de Lyon, mais si je n'ai pas démontré qu'à la fin, il marche aussi bien sur les lames de Paris ou sur les lames de Marseille ou de Clermont, je ne sais où, eh ben, en fait, mon modèle il ne sert à rien. Et ça, c'est évalué comme étant la capacité de généralisation du modèle. Et ça, c'est super, super important. Si vous voulez en savoir plus sur ces trucs techniques, moi, je vous recommande cette chaîne-là, c'est la chaîne YouTube qui s'appelle Machine Learnia, qui est extrêmement bien faite, qui est en français. Il aborde des points mathématiques qui sont peut-être un peu difficiles parfois, ou même moi, j'ai dû les regarder comme des vieux cours pour essayer de tout comprendre, mais pour le coup, l'animateur est vraiment extrêmement pédagogue. En santé, maintenant. Alors, l'IA en santé, ça a véritablement explosé. Quand on regarde en fait j'en peux prendre les données de la bibliographie, si on fait une requête machine learning ou deep learning, on s'aperçoit qu'en fait les publications explosent. Avec ici, vous voyez les publications de large language model qui ont vraiment, je pense, transformé le jeu. Les applications, on peut les imaginer à absolument tous les niveaux, de la recherche à la surveillance des patients. En recherche fondamentale, parce que vous avez des modèles qui vont maintenant être capables de prédire des chaos génétiques, de prédire des profils transcriptomiques, qui vont être capables d'accélérer les temps d'acquisition pour les données de microscopie. Enfin, on a des modèles qui sont vraiment performants là-dedans. Et en clinique, avec des modèles qui sont capables de prédire le diagnostic, de prédire le pronostic, de classer le diagnostic des patients. Et maintenant, je pense, avec les données de santé connectées, les bracelets d'activité, les choses comme ça, je pense qu'on peut sérieusement envisager de surveiller l'activité des maladies des patients. Et ça, c'est pour atteindre le Graal de la médecine personnalisée. Donc, je vous ai dit, les applications en médecine, on a les données de régression qui permettent de prédire des variables quantitatives, des données de classification, quand on cherche par exemple à prédire si le patient a ou non une maladie. Et enfin, les données de survie pour essayer de prédire, par exemple, le risque d'accident vasculaire cérébral chez les patients qui ont une connectivité. Ce qui est extrêmement à la mode aussi, on voit dans tous les congrès, moi, à titre personnel, je suis moins fan, ce qu'on appelle le clustering. Et une clustering, c'est quoi? C'est on dit à la machine, écoute, voilà, une grosse quantité de patients, débrouille-toi, identifie des signatures. Et en fait, moi, je suis un peu circonspect vis-à-vis de ça parce qu'en fait, j'ai quand même toujours cette crainte de me dire que la machine va arriver à clusteriser l'idée préconçue que j'ai de la maladie, en fait. C'est-à-dire que je vais lui donner les données telles que moi je les vois. Et en fait, il va de façon non supervisée arriver à reconstituer mon schéma mental, en fait, de la maladie. Et je pense que je suis voilà, disons que je suis assez prudent quand je lis ces données de clustering. Mais bon, c'est hyper à la mode et il y en a dans tous les congrès maintenant. Il y avait des grosses contraintes qui pesaient sur l'IA et la médecine.
Des contraintes de deux ordres. D'abord, des contraintes techniques, parce qu'en fait, finalement, on est médecin, on n'est pas des matheux, mais ces contraintes techniques, elles commencent vraiment à se lever. Parce que finalement, savoir coder maintenant, c'est quand même moins anecdotique qu'avant. Et il faut reconnaître un truc, c'est que ChatGPT, si vous lui demandez de coder en Python, il le fait mieux, probablement mieux que la plupart d'entre nous. La deuxième chose, c'est que la puissance de calcul, elle est maintenant largement démocratisée, que maintenant sur n'importe quel MacBook Pro que vous achetez, eh bien, en fait, vous allez être capable de monter et d'entraîner des modèles. Et surtout, par quoi on est limité en médecine? On est limité par les données. Il nous faut des données qui soient suffisamment abondantes, je vous l'ai dit, qui soient suffisamment représentatives, et surtout, il nous faut des cohortes indépendantes pour valider nos modèles. Les données qu'on peut exploiter, nous, il y a quoi? Il y a les images avec la peau, avec les données d'endoscopie, avec les fonds d'œil. On a les données cliniques qu'on va recueillir par exemple sur les tableurs Excel lorsqu'on fait un recueil de données pour sa thèse, ou même les données électroniques, donc ce qu'on appelle les dossiers médicaux, quoi, qui sont rédigés en langage naturel, les prises d'observation, pour lesquelles on a déjà des modèles qui sont capables d'extraire les informations. Les données de radiologie avec les IRM, les PET scans, les scanners, les données d'histologie qui sont un gros morceau, et enfin tout le panel des données qui sont produites par les techniques de séquençage ou de séquençage à haut débit. Toutes ces données, elles sont de plus en plus croissantes et même elles sont de plus en plus accessibles parce qu'en fait, il y a une multitude de bases de données en ligne maintenant où si vous êtes intéressé, par exemple, pour trouver les gènes qui sont exprimés dans un glomérule rénal, vous pouvez taper ça sur Google, vous allez trouver le portail GTEx et vous le téléchargez le soir même, vous avez toutes les protéines qui sont exprimées dans un glomérule rénal. Donc, en fait, toutes ces bases de données, elles ont vraiment explosé depuis 5 ans et elles ouvrent des portes pour développer des modèles qui sont très importantes. Et surtout, on peut s'appuyer sur cette particularité des modèles de machine learning qui s'appelle le transfer learning. Transfer learning, c'est quoi? Si demain, j'ai envie que ma fille, qui a 5 ans, apprenne à faire du vélo, eh ben, c'est beaucoup plus simple si elle sait déjà marcher. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas lui demander de réapprendre à marcher, puis ensuite de réapprendre à courir, puis ensuite de réapprendre à faire du vélo. C'est-à-dire qu'elle peut se baser sur l'expérience qu'elle a, de dire acquise au cours de sa vie, pour apprendre à faire un truc nouveau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le modèle ResNet, c'est un modèle que tout le monde entraîne en cliquant sur les images. Et en fait, vous avez vu que j'avais pu, en l'espace de 20 minutes, affiner ce modèle pour lui faire répondre à une problématique qui m'intéressait moi, à savoir classer des données d'histologie. Et ben en fait, on peut faire exactement la même chose avec les données médicales. C'est-à-dire que les données qu'on a, qui sont largement euh, accessibles sur le cancer, on peut s'en servir parce qu'en fait, il y a énormément de bases de données de cancérologie, en fait, avec beaucoup de patients qui ont été banqués, pour lesquels on a de la génétique, pour lesquels on a de l'imagerie. Donc, il y a énormément de bases de données de cancérologie qui peuvent nous servir pour pré-entraîner des modèles qui peuvent être ensuite affinés dans le cadre des maladies auto-immunes. C'est ça qu'on fait. Et il y a un interne dont j'ai encadré le travail de thèse, qui s'appelle Alexis Chambaud, qui a développé un modèle capable de lire des lames d'histologie rénale, et en particulier des lames d'histologie qui sont atteintes, qui présentent des lésions d'adénocarcinome rénal à cellules claires. Il s'est servi de ces lames d'histologie pour prédire le statut vital à 2 ans. Il a utilisé 2 bases de données en libre accès, les lames TCGA et les lames CPTAC, donc qui sont 2 bases de données de cancérologie. Il a entraîné un modèle et il a validé ce modèle sur une cohorte HCL, donc 110 patients, et il montre en fait qu'il arrive à prédire la survie à 2 ans avec une AUC de cette curve à quasiment 80%. Et en fait, quand on compare ça avec la performance du score ISU, qui est un score pronostic rénal, on s'aperçoit que le modèle est bien plus intéressant. Donc nous, on n'est pas oncologue, ça ne nous intéresse pas tellement. Mais par contre, ce modèle qui sert à lire les lames d'histologie rénale de patients qui ont un cancer, on peut s'en servir et on va s'en servir pour analyser les lames de patients qui ont une néphropathie lupique. Et en fait, on a récupéré, c'est le projet qui s'appelle Métalune, des lames de rein lupiques de patients suivis aux Hospices civils de Lyon et au centre hospitalier Saint-Joseph. On a récupéré leur biopsie de patients qui ont une glomérulonéphrite 3 et 4. On est en train de récupérer leurs données cliniques et en fait, on va se servir de ces données histologiques et cliniques du traitement qu'ils ont reçu pour prédire la réponse rénale à M9. Donc ça, c'est le travail de thèse de Clarisse et on se servira des avancées de Alexis pour le mener à bien. Il y a un truc qui est encore un petit peu insuffisant, c'est que finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait quand on est en pratique clinique? C'est qu'à aucun moment, on va se dire qu'on va décider de l'alpha et de l'oméga d'une prise en charge sur un seul examen.
Et en fait, ça, on commence à y venir en machine learning. C'est-à-dire que quand on imagine, quand on prend en charge un malade, bah, d'abord, on va regarder l'examen clinique, on va regarder ses doigts, on va s'apercevoir qu'il y a de l'hyperkératose fissuraire, ensuite on va lui faire un scanner parce qu'il est un petit peu essoufflé, on va s'apercevoir qu'il y a de la PID, et en fait on va lui faire des tests immuno, on va se rendre compte qu'il a des anticorps anti-GO1, et éventuellement, si vraiment on avait encore un doute, on lui fera une biopsie musculaire, on va trouver qu'il y a de la myosite, d'accord? Et en fait, on ne s'est pas seulement reposé sur ça, ni que sur ça, ni que sur ça, en fait on a intégré toutes ces données dans un algorithme décisionnel. Et en fait, ça, c'est assez nouveau dans le domaine du machine learning. Et ça, c'est l'objet du travail de l'équipe qui m'avait accueilli en mobilité, où en fait, ils ont fusionné des données extraites d'histologie et de transcriptomique de patients. Donc là, c'était des patients qui avaient un cancer du cerveau, je pense. Et ils avaient fusionné les données qu'ils avaient extraites de ces deux modalités pour développer un risque. Et ce qu'ils montraient, c'est ils faisaient un modèle qui était plus performant que les données qui étaient seulement extraites de l'histo ou seulement extraites de la transcriptomique. Bon, alors c'est beaucoup d'informations. Je reviens juste un peu, et pas très longtemps, sur les limites de tout ça. Donc, il y a, l'IA, c'est quand même un truc qui est assez sensible et qui est d'autant plus sensible dans le domaine de la santé où il y a quand même de grosses considérations éthiques sur déjà la propriété des données et savoir si on peut vraiment faire des modèles pour prédire tout et n'importe quoi. Et par exemple, quand je suis arrivé aux États-Unis, le premier lab meeting, eh ben, il y avait un gars qui était en train de prédire la survie des patients en fonction de certaines données cliniques le jour où il rentrait en réanimation. Il disait, bah voilà, le patient, en fait, à 21 jours de réanimation, il sera décédé, il ne faut pas le prendre. Et en fait, c'était terrifiant, on ne pouvait pas faire ça. Et en fait, en fait, ils ont clairement, je pense qu'il y a des considérations éthiques qui sont très disparates d'un pays à l'autre. Et je pense qu'il y a des choses, il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Ce travail il a été initié, alors j'avais retrouvé ce truc en 2022, qui permettait de poser une espèce de jalon en termes de validité, d'équité des modèles, de sécurité de protection des données. Et une dernière chose qui me tient à cœur, donc ils n'en parlaient pas, mais à mon avis, je pense qu'il faut se poser la question de la sobriété énergétique de ces modèles. Parce que finalement, je vous ai dit que ChatGPT, c'était 2,5 trillions de paramètres à ajuster. Et en fait, 2,5 trillions de paramètres à ajuster, ça représente pas moins de 500 tonnes de CO2. Donc en fait, c'est vraiment considérable. Et je pense qu'il faut réfléchir avant d'entraîner des modèles à distinguer des chiens et des chats pour savoir si vraiment on en a besoin pour, pour, pour la suite de notre pratique. Donc vraiment, je pense qu'il faut garder le contrôle là-dessus et il faut qu'on ait qu'on ait le fin mot en fait, sur la prise de décision à la fin. Ça, c'est un dernier petit truc que je voulais dire, c'est que un autre truc qui m'avait choqué quand j'étais en lab meeting là-bas, c'est que il y avait un postdoc qui était en train de travailler, il avait récupéré des données transcriptomiques de prostate, il servait de ces données transcriptomiques pour prédire de l'histologie de prostate. Et moi, je l'ai regardé, mais je dis, attendez, ça n'a aucun sens, parce que finalement, alors j'ai pas dit comme ça, mais j'ai dit, mais c'est bien, parce que vous savez, en pratique clinique, des données transcriptomiques de prostate, ben, en fait, ça n'existe pas. En fait, on a éventuellement des biopsies de prostate, mais je trouve ça illusoire de vouloir prédire des lames d'histologie à partir de transcriptomiques. Le gars m'a regardé avec des yeux ronds, m'a dit, bah non, mais en fait, on peut le faire. Donc, il a publié un article avec un gros impact factor sur un modèle qui transforme de la transcriptome en histo. Donc, moi, je n'ai pas compris. Et je lui ai dit, bah, ce serait quand même plus malin si on pouvait le faire dans l'autre sens. Et là, je pense que ça aurait un certain intérêt de se dire, bah, voilà, on a une biopsie, qui est un acte qu'on peut faire de façon assez rapide et surtout qui ne coûte pas très cher. Et on peut s'en servir pour prédire la transcriptomique. Et ça, je pense que ce serait assez chouette. Donc moi, la conclusion que je tire de ça, c'est qu'en fait, les gars là-bas, c'était tous des informaticiens, c'était tous des matheux. Ils savaient faire plein de trucs, mais en fait, il n'y avait pas de toubib qui leur avait donné l'idée. Bah, qui leur a dit, mais attends, ce que tu fais, tu as juste mis les choses dans le mauvais sens. Et donc, je pense qu'il faut vraiment des toubibs qui soient capables de faire de l'IA adaptée à la médecine. À la question que vous avez envie de me poser, qui est est-ce qu'on va se faire grand remplacer et est-ce qu'éventuellement on va se faire asservir? Alors moi, à titre personnel, je n'y crois pas parce que je pense que quand je me sers d'un marteau pour enfoncer un clou, je ne me dis pas que le marteau il va enfoncer le clou à ma place, il a quand même besoin de moi pour taper dessus. Donc je ne pense pas. Mais après, ça, ça engage que moi. Je vous remercie de votre attention.